En peinture, déclare Léonard, l'essentiel est que les corps représentés apparaissent en relief. C'est en grande partie grâce à son travail que la perspective est désormais considérée comme l'innovation suprême de l'art de la Renaissance. Au fil des années, Léonard poursuit ses recherches scientifiques, poussé par l'envie de servir son art et par un allègre instinct de sonder la beauté profonde de la création. Lorsqu'il tâtonne sur une théorie expliquant pourquoi le ciel est bleu, il ne cherche pas seulement à nourrir ses compétences artistiques. Sa curiosité est pure, personnelle et délicieusement obsessionnelle. En étudiant le bleu du ciel, il s'intéresse autant aux aspects scientifiques de la question qu'à son impact artistique. Ensemble, les deux univers contribuent à sa véritable et ambitieuse passion. Apprendre tout ce qu'il est possible de connaître sur le monde et, ce faisant, découvrir la place du genre humain. Il vénère la complétude de la nature et comprend instinctivement l'harmonie de ses motifs récurrents, qu'il décèle dans l'infime comme dans l'infini. Dans ses carnets, il consigne ses observations sur les boucles de cheveux, les remous de l'eau et le tournoiement des vents, puis s'essaye à en établir les principes mathématiques sous-jacents. Au château de Windsor, face au puissant tourbillon des dessins du déluge datant de ces dernières années, j'ai demandé à Martin Clayton, le conservateur, s'il pensait que Léonard les avait réalisés dans une optique artistique ou scientifique. J'ai compris l'incongruité de ma question dès l'instant où je l'ai posée. « Je crois qu'il n'aurait pas distingué l'une de l'autre », m'a répondu le spécialiste. Je me suis lancé dans la rédaction de ce livre, car Léonard de Vinci incarne à merveille le fil rouge de toutes mes biographies précédentes. La faculté d'associer différentes disciplines, art et sciences, sciences humaines et technologie, mère de l'innovation, de l'imagination et du génie. Benjamin Franklin, sujet de l'un de mes ouvrages, était un Léonard de son époque. Malgré ses connaissances scolaires rudimentaires, il est devenu par ses propres moyens un polymathe créatif, le meilleur scientifique, inventeur, diplomate, écrivain et stratège commercial de la Renaissance américaine. Avec un cerf-volant, il a démontré la nature électrique des éclairs, puis conçu une tige permettant de les dompter. Il a aussi créé les lunettes à double foyer, de merveilleux instruments de musique et le poêle à bois à combustion contrôlée. On lui doit également la cartographie du Gulf Stream et l'humour simple et franc propre aux Américains. Albert Einstein, lorsqu'il s'enlisait dans ses recherches sur la théorie de la relativité, sortait son violon et jouait du Mozart. Cela l'aidait à se reconnecter avec les harmonies du cosmos. Ada Lovelace, dont j'ai fait le portrait dans un livre sur les innovateurs, mêlait la sensibilité poétique qu'elle avait héritée de son père, Lord Byron, à l'amour que sa mère portait à la beauté des mathématiques. C'est ainsi qu'elle a imaginé le premier ordinateur universel. Et Steve Jobs ne manquait jamais d'afficher l'image de panneaux routiers figurant l'intersection entre art et technologie à la fin de ses présentations de nouveaux produits. Il adulait Léonard. Il voyait la beauté dans l'art comme dans la mécanique, et son aptitude à les associer a fait de lui un génie. Oui, c'était un inventif endiablé, un curieux passionné et un créatif transdisciplinaire. C'était un génie, mais le terme invite à la prudence. En affublant Léonard de ce titre, on donne l'impression qu'il aurait été touché par la grâce et on en oublie son travail. L'un de ses premiers biographes, Giorgio Vasari, un artiste du XVIe siècle, a fait cette erreur en écrivant à son sujet « Le ciel, dans sa bonté, rassemble parfois sur un mortel ses dons les plus précieux et marque d'une telle empreinte toutes les actions de cet heureux privilégié qu'elle semble moins témoigner de la puissance du génie humain que de la faveur spéciale de Dieu. » Le génie de Léonard est pourtant humain, alimenté par sa volonté et son ambition propre. Au contraire de Newton ou d'Einstein, Dieu ne l'a pas doté d'une intelligence hors norme. Il ne reçoit presque aucune éducation et peut à peine lire le latin ou effectuer de longues divisions. Son génie est de ceux que l'on peut comprendre et dont on peut même apprendre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.